Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des pistes assez fascinantes sur la transformation personnelle et comment on pourrait peut-être créer une nouvelle réalité pour soi. Oui, on va piocher dans pas mal de choses différentes d'ailleurs. Exactement. On a d'un côté le livre de Joe Dispenza, Devenir superconscient. Ça parle de neurosciences, de quantique, de méditation. Assez dense, Oui, avec la préface de Greg Braden, c'est ça. C'est un univers en soi. tout à fait. Et puis on a aussi quelque chose de très concret, un guide sur la création de micro-entreprises ici en France. Le côté pratique. Voilà. Et on ajoute à ça l'histoire inspirante du maître de la manifestation et aussi des conseils de résilience tirés de se servir de sa douleur pour progresser pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, par exemple. Un beau mélange donc. Oui, l'objectif, c'est de voir ce qu'on peut tirer de tout ça. Comment passer de l'état où on est maintenant à un futur qu'on désire, que ce soit perso, pro ou même plus spirituel. Alors, euh, on y va. On décortique. Allons-y. Alors, commençons par Joe Dispenza. Son idée centrale, c'est quand même fort. On pourrait changer notre monde extérieur en changeant d'abord notre intérieur. Nos pensées, nos émotions, notre énergie. Ça va plus loin que juste penser positive, c'est ça? Ah oui, complètement. Dispenza, il essaye vraiment de connecter le développement personnel et la science, ou du moins, il s'appuie sur des concepts scientifiques. Il parle beaucoup de neuroplasticité. Le cerveau qui peut changer, se modifier? C'est ça, l'idée que notre cerveau n'est pas figé. Si on pense différemment, si on ressent différemment, de manière répétée, ça peut créer de nouvelles connexions neuronales. On connaît ces fameuses études sur les pianistes. Ah oui, ceux qui imaginent juste jouer. Exactement, ceux qui visualisent le fait de jouer du piano développent des circuits neuronaux similaires à ceux qui jouent réellement. Hmm. Donc ça suggère que notre état mental peut préparer le cerveau et même le corps à une nouvelle réalité, en quelque sorte. Et il y a aussi l'épigénétique. Ça, c'est l'idée que nos émotions pourraient influencer nos gènes? Alors pas les gènes eux-mêmes, mais leur expression. C'est ça, l'épigénétique. L'idée, c'est que nos émotions, surtout sur la durée, le stress chronique par exemple, comparé à des émotions comme la joie, la gratitude, pourraient activer ou désactiver certains gènes. Comme des interrupteurs, en gros. Voilà. Et ça aurait un impact direct sur notre santé physique. Le stress chronique, c'est un point clé chez lui. Quand on est tout le temps en mode survie, le corps utilise toute son énergie pour gérer la menace, qu'elle soit réelle ou perçue. Et du coup, il reste plus grand-chose pour le reste. Exactement. Plus beaucoup d'énergie pour la croissance, la réparation cellulaire ou pour un système immunitaire fort. Il raconte l'histoire d'Anna Williams, c'est assez frappant. Oui, racontez un peu. Après un traumatisme émotionnel très violent, elle aurait développé toute une série de problèmes de santé très graves, maladies auto-immunes, paralysie et même un cancer. Son système immunitaire était complètement déréglé, quoi. C'est terrible. Mais l'intérêt de l'histoire, c'est qu'elle s'en sort. C'est ça que Dispenza met en avant. Comment? C'est là qu'intervient ce qu'il appelle le travail intérieur. Apparemment, face à une situation médicale désespérée, elle aurait décidé d'appliquer ces techniques, ces méditations. L'idée, c'était de consciemment remplacer les émotions négatives liées au passé, la peur, la colère, par des émotions qu'elle appelle élevées. La gratitude, l'amour, la joie, ce genre de choses. C'est ça. Et en faisant ça, de manière répétée, elle aurait en quelque sorte reprogrammé son corps au niveau cellulaire. Selon la théorie épigénétique, elle aurait activé des gènes liés à la santé et elle a guéri. C'est un cas extrême, évidemment, mais ça illustre sa thèse sur la puissance de la connexion corps-esprit. Il va même plus loin. Il parle de champ quantique. Là, j'avoue, ça devient un peu plus conceptuel pour moi. C'est quoi ce champ quantique dans sa vision? Alors, il faut le prendre un peu comme une métaphore inspirée de la physique quantique, je pense. Imaginez un champ d'énergie invisible, un océan d'informations et de potentialités où toutes les réalités futures existent en même temps. D'accord. Un réservoir de possibilités, hein. C'est un peu ça. Et pour y accéder, pour choisir une de ces possibilités, Dispenza dit qu'il faut sortir de son état habituel, ne plus être défini par son corps, son environnement, son passé. Il faut devenir personne en quelque sorte, pure conscience, un observateur. Un peu comme en physique quantique où l'observateur influence le résultat. L'effondrement de la fonction d'onde. Exactement.
L'idée, c'est qu'en focalisant son attention, qui est de l'énergie, sur une possibilité future désirée dans ce champ, et en y associant une émotion forte, une émotion élevée, on pourrait l'attirer, la faire se manifester dans notre réalité tridimensionnelle. D'accord. Donc, sortir de soi pour choisir un futur. Et comment on fait ça concrètement? Il donne des pistes? La clé, selon lui, c'est le moment présent. C'est vraiment fondamental. Il faut se déconnecter du pilote automatique mental, des pensées répétitives liées au passé, des émotions habituelles qui nous conditionnent, et aussi des projections futures qui sont souvent juste une répétition du passé. Sortir de la routine mentale et émotionnelle, en somme. Voilà, c'est dans cet espace de présence pure, libéré du connu, qu'on pourrait accéder à l'inconnu, à ce champ de possibilités. Il dit, là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Si on ressasse nos problèmes, notre énergie reste bloquée là. Il faut donc retirer son énergie du connu pour l'investir dans un potentiel inconnu. C'est l'idée. Et pour ça, il propose des techniques, oui. Notamment pour modifier nos ondes cérébrales. Ah oui, passer de bêta à alpha, θ. Exactement. Sortir de l'état bêta, l'état d'éveil normal, analytique, souvent associé au stress, pour entrer dans des états plus lents, comme alpha et θ. Ce sont des états de relaxation profonde, d'introspection, où le subconscient serait plus malléable, plus accessible à la reprogrammation. Et la cohérence cardiaque, c'est lié aussi? Oui, tout à fait. Ça vient beaucoup des travaux de l'Institut HeartMath. L'idée, c'est de cultiver activement des émotions comme la gratitude, la compassion, l'amour, pour que le cœur se mette à battre de façon plus régulière, plus ordonnée, plus cohérente. Et ça crée quoi, cette cohérence? Ça crée un champ électromagnétique mesurable émis par le cœur qui est beaucoup plus puissant et ordonné que lorsque l'on est stressé ou en colère. Et l'idée de Dispenza, c'est de combiner les deux. L'intention claire et l'émotion élevée. Cerveau et cœur. C'est exactement ça. L'intention claire, définie par le cerveau, il parle de charge électrique, associée à l'émotion élevée ressentie par le cœur, la charge magnétique, cette combinaison générerait un signal électromagnétique très puissant qui irait informer le champ quantique et attirer l'expérience correspondante. Il donne des exemples de ça. Oui, il cite des études par exemple qui montreraient une augmentation de l'immunoglobuline A, une défense immunitaire importante chez des gens qui pratiquent ces états de cohérence et ces émotions élevées pendant quelques minutes seulement. Ça me rappelle l'histoire qu'il raconte sur son fils Jace, qui cherchait un travail, c'est ça, hein? Oui, Jas voulait un emploi spécifique. Il a défini son intention très précisément. Il avait même visualisé la lettre T pour une entreprise, puis il a médité chaque jour en ressentant l'émotion comme si c'était déjà arrivé. Et une opportunité correspondant exactement à son intention s'est présentée de façon assez inattendue. C'est ce type de manifestation qu'il décrit. Fascinant. Oui, ou alors il utilise aussi des exemples plus symboliques, comme la légende de Milarepa, le yogi tibétain qui aurait laissé l'empreinte de sa main dans la roche. Pour montrer que la conscience peut influencer la matière. Voilà, pour illustrer ce principe de l'esprit sur la matière, même si c'est une légende bien sûr. Bon, ça nous amène assez naturellement à notre autre source, le maître de la manifestation. L'histoire de Daniel, c'est un peu une illustration narrative de tout ça, j'ai l'impression. Oui, c'est tout à fait ça. L'histoire de Daniel, c'est comme un cas pratique romancé. On y retrouve les mêmes ingrédients clés. Il a besoin d'une intention claire, que ce soit trouver l'amour, l'abondance financière, peu importe. Et il doit y associer le sentiment correspondant. Exactement. Cultiver la joie, la gratitude, l'abondance avant même que la chose ne se manifeste dans sa vie. C'est ce travail sur l'état d'être qui est central. Et Daniel, il doit aussi bosser sur ce que le livre appelle les paradigmes bloquants. Les croyances limitantes, quoi. Celles qui nous disent je ne mérite pas, c'est pas possible pour moi. C'est ça, les identifier et les remplacer consciemment par des affirmations, des croyances qui soutiennent son nouvel objectif. Je suis un succès, je mérite l'abondance, etc. Ça rejoint complètement ce que dit Dispenza sur le recablage du cerveau. Changer l'histoire qu'on se raconte intérieurement. Précisément. Et ce qui est souligné dans l'histoire de Daniel, c'est aussi la persévérance. Ce n'est pas magique, instantané. Il a des doutes, il traverse des moments difficiles, mais il apprend à maintenir sa foi, à continuer le processus. Il utilise des outils concrets pour ça, je crois. Oui, le journal de gratitude est très présent, mais pas juste écrire « merci ». Être spécifique, vraiment ressentir la gratitude, remercier les autres aussi, et être patient.
Il utilise aussi les affirmations positives, la visualisation, même si Dispenza préfère parler d'expérience multidimensionnelle plutôt que de simple visualisation. D'accord. Donc on a exploré ce travail intérieur assez intense, ce changement de perspective, d'état émotionnel, mais beaucoup de gens pourraient se dire « Ok, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, j'ai un projet à lancer, j'ai besoin de résultats tangibles. Comment on fait le pont entre cet état intérieur et le monde réel ?» Oui, c'est la question clé. Et c'est là que nos autres sources entrent en jeu de manière plus terre-à-terre, on va dire. Le guide sur la micro-entreprise, par exemple. Exactement. Ce guide, il propose une voie très pratique pour quelqu'un qui veut tester une idée, lancer une activité sans prendre des risques financiers énormes tout de suite. Il met en avant la simplicité relative du statut en France. Gestion simplifiée, démarche allégée. Voilà. Comptabilité, fiscalité, tout est fait pour être plus accessible. Il mentionne les démarches via le site de l'URSSAF, le guichet unique de l'INPI maintenant, la connexion via France Connect. C'est présenté comme un moyen assez direct pour passer de l'idée à une existence légale, pour faire un premier pas concret. Mais ce premier pas, même en micro, il peut être difficile. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est aussi la solitude, la peur de l'échec. Notre autre source, se servir de sa douleur, elle en parle sans phare de ça. Ah oui, elle aborde frontalement cette face souvent cachée. La colère qu'on peut ressentir contre soi-même quand ça ne marche pas comme on veut, le sentiment d'être seul face aux difficultés, c'est très réaliste. Et qu'est-ce qu'elle propose face à ça? Un recadrage intéressant de la notion d'échec, elle dit « ce n'est pas un point final, c'est juste une virgule dans votre parcours ». Le simple fait d'avoir créé quelque chose, une application, un e-book, même s'il ne se vend pas encore, c'est déjà une forme de réussite, un apprentissage. C'est une façon de voir les choses. Oui, et elle donne des exemples connus pour illustrer ça. Gary Vaynerchuk qui parlait dans le vide au début de ses vidéos, Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, qui a essuyé des centaines de refus. Ça montre que les débuts difficiles, c'est presque la norme en fait. Et que cette frustration, cette colère même, on peut la transformer en carburant. Transformer la colère en moteur. Et elle donne même un plan d'action concret, c'est ça, le Phoenix Protocol. Ça sonne un peu intense. Oui, c'est un plan structuré sur 21 jours pour justement rebondir quand on est bloqué ou après un coup dur. La première phase, les 7 premiers jours, s'appelle Fury to Focus, de la fureur à la focalisation. Canaliser la colère, donc. C'est ça. L'idée, c'est d'abord d'écrire sa rage, ses frustrations pour s'en libérer un peu, puis de transformer ces frustrations en questions très précises. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement? Quelles petites choses je pourrais tester différemment? Et surtout, le point clé, faire une seule micro-action chaque jour. Juste une. Mm. Ça paraît gérable. Oui, l'idée c'est de rompre l'inertie, de se remettre en mouvement, même de façon minime. Envoyer un mail, faire une petite recherche, écrire un paragraphe, peu importe, mais faire quelque chose. D'accord. Et après cette première semaine? La deuxième semaine, jour 8 à 14, c'est la bêta brutale. Là, l'idée est de sortir de la peur de vendre ou d'être jugé. On propose son produit ou service, une application, un e-book, une séance de coaching, gratuitement à un tout petit groupe de personnes, genre 5 testeurs. Gratuitement. Pourquoi? L'objectif n'est pas de vendre à ce stade, mais d'obtenir un retour d'information le plus honnête et direct possible. Dites-moi ce qui ne va pas, soyez brutaux. Ça permet de désamorcer la peur du rejet commercial, d'obtenir des pistes d'amélioration hyper précieuses et potentiellement, si l'expérience est bonne pour les testeurs, d'avoir des témoignages ou même des premiers clients payants par la suite. Zéro pression de vente au départ. Ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment l'importance de la persévérance. Mais une persévérance imparfaite. Pas besoin que tout soit parfait pour agir. Continuer d'avancer, même un tout petit pas à la fois, malgré les doutes, la colère, la solitude. Faire ce premier pas, envoyer ce premier message, comme tu disais. C'est peut-être ça qui débloque tout. C'est complètement ça. L'action imparfaite vaut 1000 fois mieux que l'inaction parfaite. Faire confiance au processus, trust the process, comme on dit, même quand c'est inconfortable. Et ça rejoint finalement l'idée de Dispenza de devoir sortir de sa zone de confort, du connu, pour créer quelque chose de nouveau. On a donc vu le travail sur soi, sur l'état intérieur, l'importance de l'état d'esprit, et puis la nécessité de l'action concrète, de la résilience. Mais est-ce que tout ça, ça reste juste une histoire individuelle, ou est-ce que nos changements intérieurs et nos actions peuvent avoir un impact plus large, un impact collectif? Dispenza et même l'histoire de Daniel semblent aller dans ce sens.
Oui, Dispenza, notamment avec ses recherches en collaboration avec l'Institut HeartMath sur la cohérence collective, explore vraiment cette piste. Leurs études suggèrent que lorsque plusieurs personnes méditent ensemble et atteignent cet état de cohérence cardiaque dont on parlait, Le cœur qui bat de façon ordonnée. voilà, eh bien cela pourrait avoir un effet mesurable, non seulement sur l'environnement énergétique de la pièce, mais aussi sur d'autres personnes présentes même à distance, en les aidant à entrer elles aussi plus facilement en cohérence. C'est fascinant ça. Notre état intérieur pourrait influencer positivement les autres. C'est la piste qu'ils explorent, que notre cohérence interne puisse, par résonance, impacter subtilement notre entourage, nos enfants, notre partenaire, nos collègues. C'est une idée assez vertigineuse, mais ils tentent de le mesurer. Et l'histoire de Daniel, elle aussi, elle a une vision plus utopique, peut-être, où la réussite personnelle sert à un but plus grand. Oui, tout à fait. Dans sa vision idéale, Daniel imagine utiliser les fruits de sa manifestation, l'abondance, le succès, non pas juste pour lui, mais pour contribuer à des causes globales. Financer la recherche scientifique, la préservation de l'environnement, l'éducation, œuvrer pour la paix. Une sorte de changement de paradigme où la réussite individuelle nourrit le bien-être collectif. C'est ça, une vision où on passe de la compétition à la coopération, où la prospérité individuelle et le bien-être collectif sont liés. Ça fait écho à des choses comme le projet pour la paix au Liban, où des groupes de méditants auraient contribué à réduire la violence et la criminalité locale. Ou les mesures du Global Consciousness Project. Exactement, qui ont montré des pics de cohérence dans des générateurs de nombres aléatoires partout dans le monde, lors d'événements majeurs, comme le 11 septembre, suggérant une sorte de conscience collective qui réagit. Ou même la résonance de Schumann, cette fréquence de fond de la Terre qui influence notre biologie. Tout ça pointe vers des interconnexions dont on n'a peut-être pas pleinement conscience. Donc, si on essaie de rassembler tous ces fils, on a cette idée forte qu'on peut influencer notre propre biologie, notre santé, et peut-être même notre réalité extérieure par un travail intérieur ciblé. Pensées, émotions, méditation. Oui, en sortant de nos schémas habituels. Ensuite, il y a la nécessité de coupler une intention claire avec une émotion élevée, gratitude, joie, amour, pour manifester ou attirer ce qu'on désire, pour donner un signal fort au chant quantique, si on reprend l'image de Dispenza. L'intention et l'émotion, le mariage du cerveau et du cœur. Puis, le passage à l'action concrète est crucial. Oser se lancer, même petit, comme avec la micro-entreprise, et surtout faire preuve de résilience, utiliser les difficultés comme un tremplin, comme le suggère le Phoenix Protocol. L'action imparfaite, la persévérance. Et enfin, cette perspective plus large, nos changements individuels, notre état de cohérence intérieure, pourraient avoir un effet d'entraînement, un impact positif sur notre entourage et peut-être même à une échelle collective. C'est une excellente synthèse. Ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est de voir comment ces différentes sources qui viennent d'horizons très variés, la science, la spiritualité, le récit personnel, le guide pratique, le coaching un peu coup de poing, convergent finalement. Vers une même idée. Oui, vers cette idée d'un potentiel humain immense qui est là, latent, et qu'on peut activer par la conscience et par l'action délibérée. Que ce soit en changeant consciemment son état émotionnel, en osant lancer ce projet qui nous fait peur, ou juste en pratiquant la gratitude quelques minutes par jour. Le message commun, c'est qu'on n'est pas obligé de subir, on peut devenir plus, créateur de notre vie. Alors, pour terminer cette exploration, peut-être une dernière pensée, une question ouverte. En s'inspirant de tout ça, quelle serait la plus petite chose, vraiment minuscule, qu'on pourrait faire aujourd'hui? Une pensée qu'on choisirait de cultiver, une émotion, comme la gratitude qu'on déciderait de ressentir juste quelques instants, ou une micro-action très concrète, comme ce premier pas du Phoenix Protocol. Quelle petite chose pourrait commencer à ouvrir une brèche? Une petite porte entre le connu, le familier, qui est parfois limitant, et un avenir rempli de possibilités qu'on n'imagine même pas encore. C'est une belle question pour repartir. Il y avait une note, je crois, dans l'histoire de Daniel, qui disait quelque chose comme « Nous sommes tous Daniel, réveille ton Daniel intérieur ». Peut-être une invitation à explorer ce potentiel qui est en chacun de nous.